Bon, je vais essayer d'être de toute façon relativement bref pour diverses raisons. L'une d'entre elles étant qu'il y a quand même pas mal de choses de notation qui seront assez redondantes par rapport à des discussions qu'on a eues déjà ce matin. Donc bon, j'essaierai d'abréger sur ce point-là, mais il est relativement central dans ce dont je voulais parler. Alors, un peu la même remarque que Thomas, mais en sens inverse. Hein, le titre que j'avais donné, pour ma part, je vais le conserver. C'était indiqué titre à préciser et ça correspond encore relativement bien au contenu de mon propos, qui va en fait être centré alors, sur 2 points, un que je vais situer conceptuellement et puis l'autre que je vais situer, disons si vous voulez, chronologiquement. D'abord sur la question de la méthode. On a parlé à plusieurs reprises, et plus exactement du refus proclamé par Deligny de toute méthode en tant qu'éducateur ou aussi bien en tant que thérapeute, personne qui prend en charge des gens psychiquement déficients ou perturbés ou ultérieurement autistes. C'est sur ce point-là que je voudrais me focaliser, alors en essayant de comprendre ce que ça veut dire refuser la méthode, et puis de déplier quelques-unes des implications théoriques, hein, ce sera très rudimentaire sur le plan théorique, mais que ça peut avoir. Et donc, deuxième remarque, je vais me focaliser en termes temporels. Alors, vous savez, hein, on peut voir à peu près 4 grandes périodes dans l'évolution de Deligny, Armentières, hein, dans un premier temps, entre mettons 38 et 43, avec une interruption qui a été due par le fait qu'il a été vers le Guignol avec des fusils, le centre d'observation de Lille, entre 44 et 46, puis la période de la Grande Cordée, alors, qui est moins localisable évidemment spatialement, géographiquement, entre 47 et 50, et puis, in fine, hein, je pense que c'est quand même sur cette période que ça a été centré jusqu'à présent, les Cévennes, ils sont travaillés avec les autistes dépourvus de langage, 67, 96. Alors, moi, je ne vais pratiquement pas parler de cette dernière période, hein, et je vais vraiment me focaliser sur des textes qui touchent à son activité, alors même s'il y aura des textes qui peuvent aller jusqu'à 1970, mais sur ce qui est focalisé sur la première période, dont il a déjà été question, hein, dans le premier exposé. Voilà, si vous voulez, c'est les 2 marqueurs, jalons, de ce dont je vais parler. Alors je repars sur cette question de la méthode. Je repars d'une affirmation qui a déjà été citée, qui participe d'autres affirmations qu'on peut trouver de manière très récurrente chez Deligny ou ses commentateurs, qui se trouve dans un texte, hein, de 67, initialement paru dans le Partisan, qui relate pour l'essentiel l'aventure, si j'ose dire, de la Grande Cordée, et qui a été incorporé dans la réédition de 70 des Vagabonds efficaces. Alors je vous redonne cette citation. Deligny affirme « Il ne s'agit pas de méthode, je n'en ai jamais eu. Il s'agit bien là, à un moment donné, dans des lieux très réels, dans une conjoncture on ne peut plus concrète, d'une position à tenir. Il ne m'est jamais arrivé de pouvoir la tenir plus de 2 ou 3 ans. À chaque fois, elle était investie, cernée, et je m'en tirais comme je pouvais, sans armes et sans bagages, et toujours sans méthode. » Alors je pense qu'il y a pas mal de choses à déplier, peut-être à commenter dans ces phrases et dans les choix de formulation, y compris dans les choix de métaphores, ou plutôt de substitution d'une métaphore à une autre, qu'opère Deligny. J'y reviens dans un instant, hein, j'essaye de déplier les choses un petit peu. En tout cas, on a une chose qui est relativement surprenante, encore une fois, chez un éducateur, un thérapeute, qui est ce refus, j'allais presque dire ce refus méthodique de la méthode, en tout cas ce refus de principe d'utiliser une méthode, paraît en première réaction surprenant dans le contexte de quelqu'un qui travaille avec des enfants et des adolescents délinquants, désocialisés, ultérieurement autistes, marginalisés, etc. Il devrait bien s'agir d'un travail thérapeutique quand il est question, a priori, réaction a priori qu'on peut avoir quand il est question d'autistes. Il devrait bien être question d'un travail éducatif quand il est question d'enfants désocialisés et marginalisés. Il devrait bien être question de réadaptation, puisqu'il s'agit, après tout, de réinscrire les gens, ces enfants, au moins dans la possibilité de, il utilise très souvent cette expression,
au moins dans les premiers textes, vivre une vie normale. Parce qu'après tout, c'est ce qu'il demande. Vivre normalement. Donc, comment comprendre qu'on puisse non seulement ne pas avoir de méthode, mais au lieu de le dissimuler, le revendiquer. Pas seulement l'assumer, mais le revendiquer hautement. Alors, la notion de méthode, vous savez, c'est un terme qui apparaît d'ailleurs en français, d'après mon dictionnaire étymologique, initialement au XVIe siècle, qui commence à être utilisé en français systématiquement dans le registre médical. Méthode, c'est méthode pour guérir. Et c'est un terme qui vient, vous le savez, du bas latin méthodus, lui-même emprunté au grec méthodos. Bon, je vous rappelle l'étymologie, c'est méta et odos, ou plutôt odon. Odon, c'est la route, le chemin. Et méta, en l'occurrence, il ne faut pas le prendre au sens de au-delà, mais au sens de vers. La méthode, littéralement, c'est le chemin qui conduit vers. Le chemin qui est orienté, le chemin qui a un axe directionnel qui nous emmène à tel endroit, qui a un but fixé au préalable. Par exemple, je ne sais pas, refonder l'intégralité des sciences occidentales, le discours de la méthode. Bon, c'est le but qu'on se fixe au départ, on se donne la méthode, on parcourt le chemin pour accéder à cette orientation, ce vers quoi l'on va. La refondation des sciences, dans le cadre Descartes. Alors, cette notion, donc, poursuite d'un résultat, si vous voulez, dans méthode, il y a toujours poursuite selon un chemin qui est déterminable au préalable, d'un but fixé au départ et qui est un but par ailleurs valorisé, comme étant à atteindre, conçu, représentable et valorisé. Cette notion de méthode paraît inséparable des trois démarches qui, logiquement, devraient être celles de quelqu'un comme de Ligny. Comment concevoir une thérapeutique sans poser au préalable un état de santé, au moins de bien-être, de santé et de normalité, qu'on peut caractériser et dont on connaît les moyens propres à le restituer. Comment concevoir quelque chose comme une pédagogie sans la présupposition d'un savoir dont disposerait l'éducateur et non l'éduqué, d'où la différence de leur position, et sans aussi la définition des procédures à suivre pour procéder à l'égalisation des savoirs du côté de l'éducateur et de l'éduqué, leurs compétences cognitives et culturelles. Et comment parler d'un travail de réadaptation sociale, une forme de vie normale, s'il n'est pas entendu que celui qui s'y attelle pour aider l'autre sait à la place de l'autre ce que ça signifie qu'être socialement adapté et vivre normalement. Et comment s'y prendre pour parvenir à cette adéquation. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Maintenant tout ça est dit, ne pas avoir de méthode, ne pas vouloir avoir de méthode, vouloir ne pas avoir de méthode, vouloir ne pas savoir où on va. Ne pas avoir, si vous voulez, le méta de méthodos, de méthode. Alors peut-être relisons ensemble quelques-uns des termes employés par Deligny dans ce passage. Alors, de méthode, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on a, en revanche ? On a des lieux très réels qui définissent une conjoncture. Conjoncture qui est aussi bien une conjoncture spatiale. Ces lieux très réels, ils mettent en rapport ou en non-rapport selon certaines modalités spécifiques, personnel soignant, enfants, différentes catégories de difficultés chez les enfants et les adolescents. C'est ça des lieux très réels qui définissent, dit Deligny ensuite, une conjoncture, c'est-à-dire un champ de force. Champ de rapport de force avec ses dissymétries, avec ses alliances, avec ses luttes, avec ses rivalités, avec ses possibles et ses impossibles. Possibles et impossibles qui sont aussi institutionnels, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut dans une institution, au moins la plupart du temps, et surtout quand il s'agit d'une institution étatique. Donc lieu très réel, déterminant une conjoncture, c'est-à-dire un champ de force, là aussi on ne peut plus concrète, précise-t-il, qui elle-même, je continue à suivre le fil du texte, détermine quoi ? Ce que Deligny appelle une position à tenir. Et là on va passer dans tout le reste de la citation à la métaphore militaire. Je devrais d'ailleurs plutôt dire à la métaphore guerrière. C'est de termes guerriers qu'il va être question. On a une position à tenir. Ce qui pourrait être commenté, ce n'est pas une position à prendre, on a une position à tenir. On pourrait dire, dans une perspective métamalbussérienne, position à prendre si on voulait dire j'interviens dans, par exemple, la lutte de classe dans la théorie. Ça, c'est un intellectuel qui prend une position dans un champ qui préexiste à son intervention, où il vient se localiser pour intervenir dans un sens ou dans un autre. Celui du capital, celui de la bourgeoisie, celui de la lutte de classe prolétarienne, etc. Non, là, il s'agit d'une position à tenir. Ça, c'est une constante chez Deligny. On le met quelque part. Il se retrouve, plus ou moins par hasard, on en parlait il y a quelques temps avant la pause, dans une position, plus ou moins par hasard, qui s'avère être un champ de force, qui s'avère être un champ de lutte surdéterminé,
Et il est là. Cette position, il va avoir à la tenir. Il va avoir à la tenir pourquoi et il ne va pouvoir la tenir que très provisoirement. Je continue la citation que je vous ai déjà donnée. Il ne m'est jamais arrivé de pouvoir la tenir plus de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire, aussi longtemps que je peux, je tiens. Mais ça restera extrêmement bref et conjoncturel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, cette position est investir, je cite de nouveau, cernée. Investi, cerné. C'est-à-dire que le type de lutte ou le type de métaphore guerrière dont il est question ici n'est pas du tout celle de l'affrontement entre deux blocs. C'est aussi pour ça que ça induit peut-être un rapport à la politique qui est extrêmement problématique si on veut le généraliser. Si on veut le généraliser, ce n'est pas la position de l'affrontement de deux blocs, ce n'est pas un problème de lutte de classe, ce n'est pas un problème non plus évidemment de faire du délinquant de la crapule ou de l'autiste une avant-garde, disons, d'un projet politique généralisable. Non, il s'agit de fort à l'amour. Il s'agit d'une position, il s'agit d'un état de siège. D'un état de siège où on est sans armes, sans bagages, sans provisions, et on va juste tenir le plus longtemps possible. On va juste essayer de tenir le plus longtemps possible. Alors, il me semble que c'est comme ça que si vous voulez, que Deligny, peut-être pas théorise, mais métaphorise ce qu'est sa position dans son travail, dans ce qu'il appelle à très nombreuses reprises, peut-être que j'y reviendrai encore si j'ai le temps, son métier. Métaphore guerrière, mais métaphore guerrière de l'état de siège. Et on va le voir avec, comme toujours quand on a un état de siège, une ligne, la dernière chose à préserver. Voilà. La question qui se pose n'est pas comment gagner. La question qui se pose n'est jamais une question qu'on se pose quand on est dans une situation de lutte des classes, comment gagner, comment l'emporter, comment prendre le contrôle de l'appareil d'État, si vous voulez, des moyens de production, etc. C'est comment tenir et comment réussir à ne pas être repoussé au-delà d'une certaine limite, où là on sombrerait au-delà de ce qui est acceptable en termes de souffrance et de misère. Sachant que de toute façon on est en état de siège et ces gamins, ces autistes, etc., ils ont toutes les chances du monde de rester dans un état relatif de misère et de souffrance, que ce soit dans la société ou dans l'institution. Alors, ce thème de la guerre, c'est pas moi qui simplement le projette sur des métaphores utilisées dans ce passage, on le trouve dans d'autres lieux du texte de Deligny explicitement. Dans ce texte de 67 dont je parle, il commence par évoquer son travail entre 42 et 43 en gros, à Armentières, en expliquant que c'était la guerre. C'était la guerre, bon, écrit ce que ça impliquait dans les rapports qu'il entretient avec les enfants, avec les institutions, etc., etc. Et puis à la fin du texte, il est dans un autre contexte et il dit, alors là on n'est plus en guerre, mon travail je ne le fais plus dans une situation de guerre, je le fais dans une situation de guérilla. De guérilla contre qui? Contre, la cible est explicitement nommée dans le texte, l'État français. Et l'ensemble des institutions plus ou moins oppressives qui en dépendent. C'est plus la guerre ouverte, il n'y a plus des gens avec des casques dans la rue, mais il y a état de guérilla permanent. Il y a une autre manière de métaphoriser ce que je disais, c'est l'état de siège. On est un petit groupe minoritaire, ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas, mais on lutte avec des moyens qui sont ceux de la guérilla. On prend ce qu'on peut prendre, on conserve ce qu'on peut conserver aussi longtemps qu'on peut. Dans une situation qui est de toute façon indécise, qui est de toute façon pas orientée, ni même peut-être orientable vers un triomphe, une victoire, une guerre gagnée. Bon. En tout cas, c'est une métaphore qui est explicite chez Deligny. Si je reviens, pardon, je suis déjà plus long que j'en avais prévu d'être pratiquement dans l'ensemble de ce que je voulais faire. Si je reviens sur cette question de la méthode et du refus de la méthode, dans une lettre qui est reproduite dans la réédition des Vagabonds, qui est une lettre écrite à Émile Kopfermann et qui préparait la réédition, donc la réédition augmentée des Vagabonds efficaces. Je vous rappelle un texte initialement de 47, republié en 70 avec toutes sortes d'autres textes comme Pavillon 3 qui est lui de 44. Comme celui que je vous ai cité, qui est donc de 67, etc. Donc dans cette lettre, Deligny justifiait son refus de la méthode en arguant que, je cite, « toute méthode, tout système efficace dans le moment de leur découverte, une fois décrit, livré, ne font que renforcer l'institué, quel qu'il soit. » L'institué. L'institué, si on joue aux étymologies, c'est ce qui tient debout tout seul, l'institué. Toute méthode, une fois, si vous voulez, en vigueur et acceptée et reçue, y compris institutionnellement, se transforme aussitôt en doctrine réifiée, en, je cite de nouveau, « petit capital d'idées toutes faites, avec ses liasses de mots en », je crois que ça a été cité aussi déjà, je sais pas si c'était dans l'un des exposés précédents, « avec ses liasses de mots en ité, en isme et en ion ».
l'institué qui est pourtant précisément ce que par définition refuse, ce qui par définition est invivable pour les enfants avec lesquels il travaille. Ce contre quoi il faut lutter en permanence, au fond dans le sens d'une éducation qui pense contre elle-même, d'une pensée qui pense contre elle-même, c'est-à-dire qui s'interdit en permanence et qui s'empêche en permanence de se réifier en système, de se réifier en méthode, de se réifier en protocole, etc., qui est toujours attentif au kairos, qui est toujours attentif aux singularités, etc. Ce qu'il s'agit de refuser, c'est l'institution, mais au sens le plus large du terme. Tout mode d'institutionnalisation, y compris d'une procédure. Ce qui explique que, et des graines de crapule, de Ligny écrivent sur un mode tout à fait particulier, qui est, ça a été signalé, le mode de l'aphorisme très contextualisé, de la recette même parfois, et utilise dans graines de crapule, c'est tout à fait notable, le tu. Pas le récit d'une expérience, c'est un tu dois faire ça dans telle situation. Dans telle situation, j'espère que tu réagiras comme ça, etc. C'est toujours des situations précises, qui ne sont pas forcément généralisables. Donc, éviter, si vous voulez, la réification des recettes, des procédés en méthode et en institué, éviter de tomber dans la répétition, et l'éviter pour toujours s'ordonner à quelque chose qui est une norme, utilisée comme telle par de Ligny, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qu'on doit faire parce que ça a plus de valeur que l'opération inverse. Toujours laisser la possibilité d'émerger à ce que de Ligny appelle, je cite de nouveau les vagabonds, les circonstances, l'imprévu, le n'importe quoi, l'inédit, l'ailleurs, entêté, trouver le mot propre qui ne se laisse pas mettre en loi, en service, en statut. Ce contre quoi il faut lutter, c'est toute forme d'institution possible pour que soit toujours possible l'émergence valorisée, donc normative, du n'importe quoi. N'importe quoi, c'est-à-dire de l'imprévu, de l'indécidable, de ce qui est toujours le résultat ponctuel et jusqu'à un certain point contingent d'une rencontre entre un milieu, c'est-à-dire ce champ de force qu'est la conjoncture, et des corps, parlants ou non, qui sont ceux des enfants, avec lesquels on se démerde, avec lesquels on se débrouille. Institué, je ne sais pas si je vais vous retrouver tout de suite la page. Voilà, l'institué, c'est ce qui emploie, je cite, c'est ces gens qui emploient l'entier un terme magnifique, somptueux de bêtises, perles, etc., le redressement moral. L'institué, c'est ce qui ne peut produire, parce que c'est par définition soi-même mort, que de la rectification, c'est-à-dire de la transformation de mobilité en immobilité, en fixation, en figeage, si j'osais utiliser ce vilain terme. Redressement, ça veut dire ça. C'est-à-dire quelque chose est tordu, certains enfants, à côté d'eux d'autres sont droits, d'autres enfants, une représentation par le pédagogue de ce qu'est censé être un enfant, et il s'agit simplement de s'appuyer sur l'existence d'un reste de corrigeabilité chez l'enfant tordu pour redresser le bâton et le rendre semblable à l'autre. Vous savez à peu près comme poussent les arbres humains dans l'idée d'une histoire universelle de Kant, parce qu'on les met en contact les uns avec les autres et qu'ils se sociabilisent, ils ont tendance à pousser tordus, mais comme ils sont proches les uns des autres, ils se mettent à être droits. C'est ça qu'il faut opérer. Redressement moral, c'est en gros ça, sauf que c'est pas effectué en immanence au champ social, mais par des institutions de récupération pour ceux qui, même dans ce contexte social, n'arrivent pas à être droits. Pour ceux qui, dans la société kantienne, poussent quand même tordus. On pourrait commenter, je ne vais pas le faire, j'avais prévu plus ou moins de le faire, on pourrait commenter le fait que ce qui critique sous le nom de redressement moral, c'est une variante de ce qui existe depuis Pinel et Esquirol, Leray, etc., les premiers aliénistes du 19e, sous le nom de traitement moral. Qui s'appuie sur, il y a un fond, mais il n'y a qu'un fond d'humanité chez l'aliéné, il s'en est aliéné, c'est-à-dire qu'il s'en est séparé, il faut s'appuyer sur ce reste de raison chez lui pour le réadapter, le recorriger, le rendre de nouveau non pas étranger à lui-même et étranger aux autres, mais en adéquation avec lui-même, c'est-à-dire évidemment avec la normalité sociale, dont le psychiatre est l'incarnation, si vous voulez. On parlait de transfert tout à l'heure. Bref, contre tout ça, contre ces institutions dont le mode de fonctionnement est décrit avec beaucoup de hargne et de mépris par Deligny, qui sont ces gens-là qu'il appelle les assis, les éternels assis. Ces gens-là, ils aiment l'ordre, les rapports écrits pour être couverts. Il s'agit de prouver que non pas on a interagi avec quelqu'un dans une situation conjoncturelle,
mais qu'on a suivi le protocole institué. Donc ils aiment l'ordre, les rapports écrits pour être couverts, et évidemment les médisances orales pour être renseignées. Il s'agit aussi de surveiller ce qui se passe. Être couvert tout en surveillant. Bref. Alors très vite, je continue dans la même direction sur cette question du refus de la méthode et de ce qu'elle implique, ce refus. Il me semble que Pierre Macheret, dans un texte consacré à Deligny en 2006, enfin prononcé en 2006 et mis en ligne en 2006, Pierre Macheret formule les choses d'une manière intéressante. Deligny a, je cite Macheret, pour unique objectif d'attiser chez ces ouailles ce qui pourrait leur rester de désir de liberté. Là, donc on est dans un contexte où il ne s'agit pas des autistes qui seraient valorisés en raison justement de leur absence de désir ou de non-désir, mais au contraire de gens dont, si vous voulez, l'humanité la plus nulle, ou le restant minimal de résistance serait leur désir de liberté, on dirait Macheret, c'est-à-dire de vivre au maximum de leur puissance d'être et d'agir. Évidemment, Macheret projette là, Macheret qui est un grand commentateur de Spinoza, vous savez, je pense, projette un vocabulaire spinoziste sur Deligny, mais je crois qu'il n'est pas du tout, inapproprié dans ce vocabulaire spinoziste. Je crois que ce que veut dire Macheret, c'est qu'il ne s'agit donc pas d'amener, conformément à une méthode, les autistes, délinquants, caractériels, etc., à se conformer progressivement à un ensemble de règles extérieures et transcendantes, impersonnelles, si vous voulez, mais qu'il s'agit, à partir de, et en immanence à leur désir lui-même, qui est en sa racine et fondamentalement, au moins dans cette période, disons 40-67, désir de liberté, désir de s'évader, d'être libre. Deligny dit à un moment, je suis désolé, je n'ai plus le passage exact, enfin la page exacte en tête, la seule chose qui leur importe, c'est la liberté. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, ce qui m'a plu chez eux, c'est qu'ils voulaient s'évader. Première chose qu'ils font quand ils arrivent au château, disait-il, leurs yeux sont fuyants, ils ne regardent pas, ils vont continuer à être comme ça, à jamais regarder. Sauf le premier truc qu'ils font quand ils s'assoient et qu'ils attendent les soignants, ils regardent les fenêtres. Parce que la première chose qu'ils ont en tête dès qu'ils rentrent, c'est comment je vais me barrer. Donc c'est très présent. Et Deligny dit ensuite, la seule chose qu'ils veulent vraiment, c'est de la liberté. L'égalité, ils s'en moquent bien, la fraternité, ils s'en fichent. C'est la liberté qui leur importe. Donc c'est ça que traduit Macheret, qui veut dire donc qu'il s'agirait pour Deligny de travailler en immanence à ce désir de liberté lui-même, au style spécifique, disons, selon lequel se manifeste ce désir qui, d'une certaine manière, est ce qu'il y a de plus constitutif de leur effort pour persévérer dans leur être, et à partir de là, les aider tout simplement. Citer cette très belle formule dans laquelle Deligny termine en disant « les aider, pas les aimer », et les aider à augmenter leur puissance, à partir de ce désir qui est le leur, qui est propre, disons, à leur essence singulière, si vous voulez, leur puissance d'agir et de penser. La leur, c'est-à-dire non pas celle qui correspondrait à un itinéraire tracé pour eux par la méthode, qui définit la route et l'orientation, mais qui correspondrait aux coordonnées spécifiques de leur essence singulière, à leur propre, si vous voulez, composition de mouvement et de repos. Si on pense plus spécifiquement, pour le coup, aux autistes. Ce qui se rattache avec une position qui me paraît assez forte chez Deligny. On répète souvent sa position la plus tranchée, et c'est vrai, ça a été dès le départ, pas de sanction, jamais, pas la moindre, quoi qu'il fasse, pas la moindre sanction. Une autre position qui me semble très forte, c'est refus de deux choses très importantes entre un éducateur et un thérapeute, si on peut utiliser le terme, refus du diagnostic, jamais dans le diagnostic, refus de la notion même de symptôme, mais jamais on ne constitue jamais les actions ou les événements comme signifiants de quelque chose, signifiant d'une étape dans la recomposition de l'équilibre psychique ou dans l'évolution du transfert. Non, c'est quelque chose qui se passe et on se débrouille avec, mais on ne le constitue pas comme élément signifiant, mettons d'un conflit psychique refoulé. Jamais. On réfléchit plutôt en termes, alors non pas de ce point de vue freudien, mais peut-être plutôt canguilhémien, disons, d'allure de la vie. Voilà, ce qu'il s'agirait peut-être de repérer chez ces enfants, c'est non pas des symptômes qu'il s'agirait de diagnostiquer et sur lesquels s'appuyer pour effectuer quelque chose comme une cure qui les ramènerait à renforcement de l'ego ou liquidation des symptômes, etc. Non, qui les amènerait à être en adéquation avec cette allure de la vie que représente leur essence singulière. C'est comme ça, d'une certaine manière, que je formulerai les choses, si vous voulez, les aider à orienter cette allure de leur vie dans une direction active et non réactive,
puissante et non pas misérable. Avec une limite, qui est cette limite au-delà de laquelle on est obligé de fuir le siège parce qu'on a perdu cette étape de la guerre, hein, si je reviens à la métaphore initiale, qui est formulée par Denis, garde-les vivants. Voilà. Je vous cite un passage de Graines de crapule, page 36 dans cette réédition du No. Hein. Garde-les vivants. Voilà. Garde-les vivants, et il continue. Si la vie pour eux c'est voler, c'est taquiner, c'est démolir, cherche tout simplement à ces verbes des compléments directs ou indirects qui feront insensiblement dériver leur force dans des actes avouables et utiles. Fixation d'abord du limite, garde-les vivants. C'est ce au-delà de quoi on n'a pas le droit d'aller. C'est ce sur quoi, c'est le terrain sur lequel on n'a pas le droit de céder. Voilà. Politiquement ou éthiquement, je ne sais pas dans quel sens il faut le formuler. De toute façon, on est en infériorité numérique, de toute façon, on est en état de siège, mais il y a une ligne au-delà de laquelle on ne reculera pas, c'est celle-là. Garde-les vivants, ça ne veut pas simplement dire maintiens-les en état de survie biologique. Ça veut dire pas simplement dire maintiens-les en état de zoé, de survie. Ça veut dire maintiens-les dans un certain bios qui est celui qui correspond à l'allure de leur vie, qui peut être volé, qui peut être taquiné, qui peut être démolir. Et débrouille-toi pour faire en sorte qu'à partir de ce désir-là, ou de l'allure de la vie dans laquelle se manifeste, si vous voulez, leur conatus, pour reprendre du vocabulaire spinoziste, on les aide à l'orienter dans une direction qui soit, encore une fois, active et non pas réactive, qui soit productive et positive, ce qui l'explicite par des verbes par des adjectifs très normatifs, avouables et utiles. Prends-les comme ils sont, voilà. Leur être, c'est un être voleur. Eh ben, donne à cet être voleur qui est impersonnel, qui est infinitif d'une certaine manière, un pur volé qui n'a pas d'objet, une orientation qui aille dans le sens de l'augmentation et non pas de la diminution de leur puissance d'agir. Et si c'est démolir, c'est la même chose. C'est à partir de ce point-là qu'il y aurait quelque chose peut-être comme une politisation possible de la réflexion ou du discours. Démolir, oui, mais pas démolir n'importe quoi. Dans ces cas-là, tant qu'à faire, autant aller démolir une société générale plutôt qu'un hospice de misérables, etc. Plutôt une brigade de CRS que la voiture de tes voisins, etc., etc. Ça dépend, si le voisin est CRS, ça peut être... Enfin, tout dépend de la... Mais donc, l'idée, hein, c'est bien, c'est à partir de la pulsion même, c'est-à-dire de ce qui les pousse en arrière, non pas les orienter vers un but qu'on aurait préfixé, mais partir de ce qui les pousse de derrière, qu'il s'agit d'opérer une dérivation qui non pas rectifie ou redresse en fonction d'une norme à égaler, mais réoriente dans un sens qui est dit ici utile, mais un utile qu'il faudrait entendre en un sens spinoziste, encore une fois, hein, c'est-à-dire ce qui est favorable à l'activité et à l'augmentation de la puissance d'agir. Bon. Alors, je vais... il y aurait d'autres... il me semble qu'il y aurait pas mal d'autres choses à dire à propos, hein, ce refus de la méthode, mais je ne veux pas non plus être excessivement long, alors que j'avais annoncé que je serais excessivement court. Disons que ce refus de la méthode, c'est le dernier point que je vais aborder. Vous voyez, tout ça est très décousu. Ce refus de la méthode, il implique un rapport dans la thérapeutique ou le rapport pédagogique, un rapport très particulier à la temporalité. Justement, pas la temporalité d'une thérapeutique de type freudien, axée ou orientée à partir des vicissitudes du transfert, disons, qui est une temporalité très différente. Une temporalité sans critères, en fait, de sa propre évolution. Alors, bon, pour le dire le plus amplement possible, je repars de Graines de crapule, un texte qui est publié en 1945, où très tôt, donc, dans ce texte écrit en 1943 et publié en 1945, très tôt se manifeste la remise en cause du langage, qui va être évidemment au cœur du dernier de Ligny, et justement, à l'occasion, remise en cause du langage, à l'occasion d'une critique de la méthode et d'un refus de la méthode. Je vous cite donc un passage de Graines de crapule, « Et s'il te plaît, dit-il, toujours un ce tu qui s'adresse à un hypothétique éducateur, et s'il te plaît, ne compte pas sur le pouvoir des mots. » Ensuite, il est très drôle et il continue. « As-tu déjà entendu un paysan parler à ses betteraves, un jardinier à ses salades, un vigneron à ses raisins ?» On pourrait voir évidemment il ne faudrait pas, mais on pourrait avoir une espèce de déshumanisation. Hein. Ces enfants, désocialisés, marginalisés, psychiquement instables, etc., ne sont pas plus malins que des raisins, des salades ou des betteraves. Donc, c'est pas ce petit recueil d'aphorismes et de formules et de comptines est prise vraiment littéralement. Hein. Ce sont des graines de crapule, dont il nous précise d'ailleurs à 2 reprises qu'il ne faut pas oublier que ce sont aussi des graines d'hommes.
Mais c'est des graines de crapule, et il faut donc prendre cette métaphore de la graine littéralement. Il y a une temporalité spécifique à la pousse de la graine, à sa maturation, à son évolution, etc., qu'il faut respecter, qu'il faut accompagner. Il y a la temporalité de cette pousse qui ne se voit pas, qui ne se voit pas. Elle est dans la terre, d'abord elle germe de l'intérieur, ensuite elle est dans la terre, on ne voit ses fruits que très longtemps après. Il faut attendre, il faut laisser être cette temporalité propre à la pousse de la graine et la respecter. Il faut, si vous voulez, une métaphore, enfin une autre image ultra classique, il faut attendre que le sucre fonde. Parce que le temps a une consistance, la temporalité a une consistance, et on peut pas, c'est pas des bâtons qu'on va redresser. C'est des graines dont on doit attendre qu'elles poussent qui doit s'effectuer conformément à son devenir propre. Justement, celui qui correspondrait peut-être à cette essence singulière dont je parlais précédemment. Respecter en silence la temporalité propre à ce devenir. Ce qui veut dire aussi développer un art qui est l'art de ne pas trop intervenir. Presque à la manière asiatique, au fond, à la manière du zen, à la manière chinoise. Je cite de nouveau, ne te hâte pas de balayer tes greniers, ne prépare pas encore tes cordes à moisson, la récolte, si récolte il y a, sera pour tout à l'heure, pour plus tard ou pour jamais. Pour tout à l'heure, pour plus tard ou pour jamais, et on ne sait pas. Et aucun savoir ne nous permet de dire si c'est en train de pousser, et si oui, dans le bon sens ou dans le mauvais, si oui, si ça aboutira un jour, dans longtemps ou jamais. On ne le sait pas. Car de nouveau, ce qui se développe ne doit pas être inscrit, si vous voulez, dans le cadre prototypique d'une hypothétique évolution normale, de type embryologique ou ontogénétique. Voilà, on connaît les différentes étapes et on peut repérer à chaque étape si on est au bon moment, si on a un retard de développement, si on a une lésion, si on a un organe non formé. On ne peut pas savoir. On est obligé d'attendre d'une certaine manière qu'il soit trop tard. On est obligé d'attendre qu'il soit trop tard. Trop tard pour y faire quelque chose. On fait ce qu'on peut à chaque fois dans chaque situation concrète, en ne sachant pas où ça va, et en sachant que ça n'est que quand il sera trop tard pour y faire quelque chose qu'on pourra déterminer si oui ou non l'éducateur a fait un boulot satisfaisant, c'est-à-dire dans 20 ans. Autre citation, dernière citation que je vous donne avant de conclure. Ils font ce qu'il faut, c'est-à-dire eux-mêmes, ils font ce qu'il faut pour que ça pousse, et sont fort respectueux du temps. Je ne te parle pas de la pluie et du vent, mais de la durée nécessaire pour que les choses s'accomplissent. Donc, à la fois, il faut respecter cette durée nécessaire pour que le sucre fonde, pour que la pousse se fasse, et en plus, il faut être conscient que c'est eux qui font ce qu'il faut pour que ça s'effectue, pour que ça pousse, comme il dit. D'où sans doute le fait que le seul protocole véritablement valorisé par Deligny, avec une insistance considérable dans Graines de crapule, je vais terminer là-dessus, tant pis, pour la dernière, c'est le jeu. Parce que jouer, justement, c'est l'activité autotélique par excellence, c'est-à-dire celle, justement, qui est jamais vraiment méthodique. C'est celle qui se rapporte à elle-même. On joue pour le plaisir de jouer, et d'une certaine manière, dans les jeux d'enfants surtout, on invente les règles à mesure qu'on joue, et à mesure que le jeu évolue, et en fonction de l'évolution du jeu, pour en maintenir le plaisir. C'est une activité définalisée, mais qui ne consiste pas non plus à rien faire, qui n'est pas non plus dépourvue d'interaction, de négociation, de rapports humains, de constitution d'un commun, etc., qui n'est pas orientée vers une fin comme l'est une méthode. Le jeu enfantin ne se dirige au fond jamais que dans la direction de l'invention avec laquelle il se règle à mesure en s'ordonnant aux formes qu'il fait naître. Si vous voulez, c'est un protocole idoine pour une thérapeutique ou une éducation qui repose sur le refus de la méthode. Protocole, si vous voulez, protocole autotélique plutôt que méthode finalisée, si vous voulez. Et avec, vraiment dernier point, toujours sur cette question de la non-méthode, et on peut creuser ses implications, peut-être que l'aphorisme qui résume le mieux le principe delignéen de la non-méthode, dans cette première période, ce serait le suivant, qui est très surprenant, toujours dans Graines de crapule. Lorsque tout marche bien, écrit-il, il est grand temps d'entreprendre autre chose. Il est grand temps d'entreprendre autre chose. Et c'est donc un nombre considérable d'aphorismes de Graines de crapule fonctionne comme ça.
quelque chose de bien se passe, bon, notifie pas. Encore une fois, ça n'est pas le signe d'une évolution positive sur un gradient allant de bas en haut, ça peut être tout autre chose. Il mentionne le cas de ce gamin qui avait eu un comportement remarquable pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il est ramené chez lui parce que les thérapeutes sont très confiants quant à l'évolution positive de son état, il revient très peu de temps après avoir violé sa petite sœur. Deligny ajoute, je dis ça de mémoire, parce qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Une forme de cynisme. Il faudrait être stupide de croire qu'on peut justement situer les événements qui se produisent dans le cadre d'une route, d'une odos préexistante avec ses étapes et son plus ou moins grand éloignement ou rapprochement du but. On ne sait pas. Et même le principal critère qu'on doit suivre, donc, c'est quand ça marche, c'est que ça n'a pas marché longtemps. Donc, il serait grand temps, dit-il, d'entreprendre autre chose. Ce qui ne veut pas dire avancer à l'aveuglette, ne pas avoir d'éthique prudentielle, si vous voulez, ne pas être prudent. Au contraire, il me semble que ça revient tout le temps, cette exigence de prudence. Mais disons peut-être, et c'est le dernier point, ne surtout jamais croire qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Parce que dès qu'on croit qu'on est un sujet sachant, dès qu'on n'est pas supposé savoir, je dis ça uniquement pour réveiller mon voisin de droite, dès qu'on n'est pas simplement un sujet supposé savoir, mais un sujet qui croit savoir quelque chose, on est sûr de se tromper. Si vous lisez les aphorismes de Graine de Crapule, c'est ça à chaque fois. Tu crois comprendre, tu es sûr de te tromper, parce qu'il ne fonctionne pas comme toi. Il ne fonctionne pas selon tes codes, selon les critères qui permettent toi de te repérer dans l'existence et dans la société, selon les logiques d'assignation identitaire et de fixation des rôles qui constituent ta subjectivité. Donc ça fonctionne tout le temps à l'envers. Donc dès que tu crois que tu as compris, tu n'as pas compris. Dès que tu crois que ça marche, c'est que ça ne marche pas. Et il faudrait commenter le texte presque ligne à ligne pour montrer que la moitié pratiquement des aphorismes se construit sur cette logique-là. J'en donne un seul exemple, page 19-20 de la réédition d'Uno, et j'arrête avec cet exemple. Deligny écrit « Ils sont 40. Tu leur demandes quels sont ceux qui veulent jouer. 25 lèvent la main. Tu les emmènes tous sur le terrain de jeu. Et ce sont les 15 autres qui jouent. » C'est pas qu'ils ne comprennent pas du tout les mots qui sont prononcés. Sinon, ce serait un trop grand hasard qu'il y en ait pile 15 qui fassent exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit et pile 25 qui fassent exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit. Donc, il y a bien quelque chose qui a été entendu. Sinon, ce serait au hasard. Parmi les 25 on dit je veux jouer, il y en aurait quelques-uns qui joueraient, quelques-uns qui ne joueraient pas. Parmi les 15 qui ne voulaient pas jouer, quelques-uns joueraient, quelques-uns ne joueraient pas. C'est qu'ils n'avaient rien compris. Tout d'un coup, ils se rendent compte matériellement qu'on est en train de jouer, ça serait parti autrement. Non, c'est pas ça. C'est précisément les 25 qu'on dit on veut jouer qui ne jouent pas, les 15 qui n'ont pas manifesté le désir de jeu qui jouent. Donc, quelque chose passe qui est exactement l'inverse de ce que toi tu entends par ces mots-là, de ce que toi tu crois avoir compris, que donc tu dois t'efforcer en permanence d'anticiper le fait, ce qu'il appelait l'imprévu, le n'importe quoi, vraiment le n'importe quoi, l'inattendu, etc. Et donc, ne jamais croire que tu sais ce qui va se passer, ne jamais croire que tu as compris, ne jamais croire que tu sais rien, que tu es en train de communiquer avec eux. Ce qui veut dire, encore une fois, ne pas avoir de méthode, ne voulant pas dire faire n'importe quoi à l'aveuglette, mais ne croire à aucune des implications de ce que représente ordinairement le concept de méthode. C'est-à-dire qu'on peut s'orienter par rapport à une route traçable, par rapport à un but fixable, par rapport à un code commun, etc. par rapport à une temporalité ordinaire, etc. Ce sont les différentes coordonnées de la méthode. J'ai essayé de voir comment elles se désamorçaient, ou Deligny les désamorçait. Bon voilà, je suis désolé, comme toujours, je ne tiens pas à mes promesses.